Bonsoir Denis Boide. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. Merci à vous de m'avoir invité. Un plateau qui a un peu changé, il y a un peu plus de monde avec nous. Oui, mais c'est bien, on a deux jeunes, je crois que c'est important en politique d'avoir des jeunes qui sont là et qui seront la relève de demain. Coralie Mollaret, qui est face à vous, que vous connaissez bien, la journaliste politique du journal. Indéboulonnable. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Les vacances sont bien passées Coralie la semaine dernière? Très bien. Vous étiez Ramatuel? Non, pas Ramatuel. J'ai pas eu cet honneur, j'étais en Corse. Et du coup, on va parler de la décentralisation. Ah, c'est bien. À côté de vous, Denis Boide, c'est Jean-Baptiste Jouve, le responsable des jeunes chez les Républicains. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Abdel, bonsoir le Gard. Pas de vacances la semaine dernière? Plus de vacances. De l'émission. C'est fini les vacances. C'est fini les vacances. Non. Et les partiels aussi, c'est fini. C'est fini aussi, tout va bien. Et face à vous, c'est Thomas Lesling, le coordinateur départemental des jeunes chez Génération. Bonsoir Thomas. Bonsoir Abdel, bonsoir Monsieur Boide, bonsoir le Bonsoir. Gard. Comment ça va Thomas? Ça va, un peu triste de la descente de Nîmes Olympique en Ligue 2 quand même. Eh oui, on va en parler dans quelques instants. Bon Thomas, la semaine dernière, vacances ou ça a travaillé? Au travail. Bon, il n'y a que la rédaction d'Objectif Bien, enfin une petite partie qui était en congé. Il travaille à Montpellier. Je préfère le dire aux Nîmois que vous êtes. Il travaille à Montpellier. D'accord, très bien. En tout cas, nos deux débatteurs, ils vont vous interpeller dans quelques instants, Denis Boide. Mais pour le moment, je donne la parole à Coralie Mollaret. Elle va vous poser la première question. Monsieur Boide, est-ce que vous avez changé d'avis Sûr. sur le Sénat? Parce qu'en septembre, vous n'étiez pas sûr de vouloir y aller. Vous ne voulez pas y aller d'ailleurs. Et maintenant, je ne veux plus en partir. Premièrement, je pense que ce qu'on doit avant tout, c'est le respect à ses électeurs. J'ai décidé, vous savez comment, que je serai candidat aux élections sénatoriales. J'ai été élu, vous le savez comment. Je fais, j'estime, un très bon résultat parce qu'on n'a pas eu les 2 sièges dans ce département pour quelques voix, pour 9 voix exactement. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont voté pour moi et je leur dois le respect. J'avais dit que si j'allais au Sénat, je resterais au Sénat et je resterai au Sénat. Je vais donc me représenter aux élections départementales parce que il nous faut garder ce contact direct qu'on peut avoir avec les électeurs, avec les élus de proximité, pour pouvoir à Paris rappeler un petit peu de temps en temps ce que c'est que les problématiques du quotidien pour des élus de proximité. Mais je serai donc candidat aux élections départementales dans un mois maintenant, et je resterai sénateur. Et donc, vous ne serez plus président du conseil départemental, collectivité que vous avez présidée de 2015 à 2019, ou non, 2020, pardon, c'était les élections. Si ça vous fait rien, essayez de ne pas me raccourcir encore un petit peu mon mandat. Déjà, j'ai perdu les 6 derniers mois. Laissez-moi les 5 ans et demi quand même. Comme vous avez changé d'avis, de quoi vous êtes rendu compte? Comment vous faites pour défendre le Gard au quotidien au Sénat? Qu'est-ce que vous nous avez apporté à nous Gardois? Non, mais la première des choses, je crois que quand on est pendant 5 ans et demi, comme je l'ai été président du département, avec de surcroît une majorité relative quand même, donc ce qui n'était pas pour faciliter la tâche, situation compliquée de ce département financièrement au départ, avec une volonté politique forte de continuer à faire de l'investissement et de l'investissement important, parce que c'est comme ça qu'on créera de l'emploi, c'est comme ça qu'on créera de la richesse. Qu'est-ce qu'on peut apporter au Sénat? Cette touche de terrain. Et je crois que c'était une des questions qui doit venir après, alors on va y revenir derrière. C'était sur le rôle des départements, ce rôle qu'on a de proximité avec celles et ceux qui vivent dans ces départements. Alors vous êtes plutôt dans une position que vous voulez apporter quelque chose au Sénat en tant que Gardois. Non, vous n'êtes pas dans la position du sénateur qui, de par sa position, pourrait apporter quelque chose au Gard. Je crois que c'est la position de Laurent Burgoa. On va prendre un exemple là, très clair et très rapide. Pour prendre que celui-là, après la loi sur le séparatisme, après la loi sur la sécurité globale, dont on ne va pas revenir dessus, on vient de subir, il y a 1 mois et demi, là, un gel d'une importance catastrophique. S'il n'y a pas des aides de l'État fortes, l'agriculture de ce département va mettre des années à se remettre et on va laisser beaucoup au bord de la route. Il y a déjà une première annonce du gouvernement d'1 milliard d'euros, c'est bien. Ça permet de donner les premières indemnités qu'il faudra aux agriculteurs. Mais je crois que ce que nous avons besoin, c'est de pérenniser ce revenu des agriculteurs. Et nous avons besoin de travailler sur l'assurance agricole de façon à ce que tout le monde assure sa maison. Quel est le risque que votre maison elle brûle pour les 30 prochaines années? Alors, elle peut brûler ce soir, mais c'est un risque qui est aléatoire. Mais tandis que, avouez quand même une chose, c'est que le gel, la grêle, le changement climatique, l'excès d'eau, le manque d'eau, enfin je vous en passe des coups de soleil, je vous en passe des aléas climatiques que nous voyons quotidiennement. Alors cette année, il a une ampleur énorme parce que ça concerne tout le département du Gard et ça concerne toutes les régions, ça concerne toute la France. Mais il y a des fois,
ça ne concerne qu'une partie du territoire gardois, et cela, on ne se pose pas la question de comment ça va se dérouler le lendemain. Et donc je crois que ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de permettre à ces agriculteurs de leur garantir, quels que soient les aléas climatiques qu'ils vont subir, des revenus qui leur permettent de poursuivre leur activité. Et c'est ce que vous voulez porter au Sénat? Alors ça fait partie des choses que je veux porter au Sénat, mais il y a des choses sur le logement social, on ne va pas faire tout ce que je veux faire au Sénat. Non, mais à travers une proposition de loi que vous voulez faire pour rester ça, je vais le faire à travers peut-être une bout. proposition de loi, peut-être à travers le vote du budget et les propositions au niveau du budget qu'on verra du gouvernement. Il y a un deuxième domaine dans lequel je suis, c'est la commission économique. Il y a des choses qui m'intéressent à la commission économique, parce que là aussi on est dans le concret, on est dans le réel, on est dans le... Bon, l'avenir de Nedis, vous en parliez il y a quelques minutes pour un partenariat avec Que Choisir. Derrière ça, vous avez le logement social. Ça fait partie de cette commission-là. Et là aussi, je ferai partie avec d'ailleurs une collègue de droite. Nous serons les deux dans cette commission que nous allons créer avec les députés pour voir comment on peut faire pour ces villes, ces villages qui sont carencés aujourd'hui. Peut-être qu'il n'y a pas que la carotte, qu'il n'y a pas que le bâton. Peut-être qu'il faut mettre un petit peu de carotte pour qu'on puisse les sortir de ce problématique qui leur manque. Le bâton, c'est les amendes, quand certaines communes n'ont pas un taux. Il n'y a pas que ça. Il faut trouver peut-être autre chose. C'est pas le tout. Vous prenez des maires. Moi, je connais des maires dans ce département qui sont élus pour la plupart, pour quelques-uns d'entre eux depuis le mois de mars. Vous ne croyez pas qu'ils vont construire 400 logements dans le mandat quand même? Je veux dire, s'imaginer qu'ils vont construire 400 logements pendant le mandat et dans le même temps les pénaliser financièrement pour les interdire de faire des investissements qui seraient nécessaires pour tout le monde. Ou leur enlever leur droit de permis de construire. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut travailler. Et du coup, ça pourrait passer par quoi? Juste en aparté, cette mesure incitative, ça serait quoi? Des dotations de l'État supplémentaires pour faire des logements? Peut-être qu'il y a des choses à revoir dans leur intégralité. Je veux dire, on va pas revenir sur la loi RLS, on ne va pas revenir sur tout ce qui pénalise la production de logements sociaux, on ne va pas revenir sur les problèmes de renouvellement urbain. C'est une formidable chose, le renouvellement urbain. Mais le renouvellement urbain, ça concerne les Nîmois. Les Nîmois, le secteur de Bagnoles, le secteur d'Alès, concerne quelques grandes villes, puis après c'est des opérations de renouvellement urbain régional. Mais celui qui n'est pas concerné, son logement il restera dans l'état qu'il est. Il n'y a plus de programme de réhabilitation de logements sociaux. Et pourtant ces gens qui vivent dans des logements, dans des villages qui ne sont pas dans le cadre du renouvellement urbain, y compris quand on est à Nîmes, et que même s'il y a un renouvellement urbain sur 250 millions d'euros de travaux d'investissement pour les bailleurs sociaux, même s'il y a 450 millions d'euros à mettre globalement dans tous les équipements qui seront faits, il n'empêche qu'il y a des bâtiments qui ne seront pas concernés, et ceux-là, on ne s'en tient pas compte aujourd'hui. C'est un sujet donc sur lequel vous allez travailler. Donc je vois que vous êtes passionné pour le Sénat. Merci de le dire. On parle du pass sanitaire, Coralie. Oui, alors le pass sanitaire a fait débat, on l'a vu à l'Assemblée nationale. Et Jean-Paul Fournier, on va en parler, a présenté les cartels de la Feria. Et il y aura notamment ce pass sanitaire. Il va arriver sur la table des sénateurs. Alors en quoi il va consister concrètement? Et est-ce que vous allez le voter ou pas? Non, je ne vais pas le voter, ça, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense qu'encore une fois, on met une contrainte sur des hommes et des femmes. Aujourd'hui, quel est le problème? Nous voulons tous être vaccinés. Vous êtes vaccinés, vous? On ne veut pas tous... Non, mais on ne veut pas tous être vaccinés, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on ne veut pas tous être vaccinés. Il y en a qui sont quand même réticents à la vaccination. Oui, mais enfin, c'est une minorité qui sont réticents à la vaccination, mais ça c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Parce qu'après, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Quelle est notre difficulté aujourd'hui? La difficulté, c'est d'avoir suffisamment de vaccins pour vacciner un maximum de personnes. Tant qu'on va déconfiner, là, au milieu de la semaine, tant mieux, il faut le faire, parce que je pense que les gens ont besoin de se retrouver au restaurant, il y a besoin de plus de liens sociaux. Quand on parle et qu'on a mon âge, quand on appartient à ma génération, être confiné, c'est à moitié supportable. Mais moi, je me mets à la place des gamins de 20 ans. Des gamins de 20 ans qui ne peuvent plus se retrouver avec des copains et faire des soirées comme ils avaient l'habitude de faire, des choses qui étaient formidables d'ailleurs. Mais vous vous rendez compte de cette génération-là? Depuis un an, dans quelles contraintes ils vivent? Oui, mais donc on peut se mettre aussi à la place du personnel soignant, des réanimations qu'à un moment donné étaient pleines à craquer. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il nous fallait prendre les mesures que nous avons prises. Je dis même que les mesures de confinement qu'on vient de prendre et quand on va sortir, c'est en février qu'il fallait les prendre. Parce que peut-être qu'on aurait perdu les vacances de février, mais peut-être qu'après on aurait été beaucoup plus vite dans des taux que vous annonciez il y a quelques minutes. Le pass sanitaire. Mais le pass sanitaire... moi je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que ce qu'il nous faut c'est un certain nombre de manifestations. Je crois comprendre que la feria va avoir lieu, et vous l'avez dit il y a quelques minutes, avec plutôt autour du taureau, et on évitera certains rassemblements. Avec une jauge à 5000 personnes. Voilà. Donc, est-ce que vous croyez que c'est normal que Nîmes Olympique, pour faire plaisir à d'autres collègues, est-ce que vous croyez que c'est normal que Nîmes Olympique ait joué 100 spectateurs sur un stade où il y va 15 000 personnes? On ne pouvait pas en mettre 3 000 ou 5 000 là-dedans?
ne pouvez pas inventer autre chose qui soit un peu plus novateur. On était en plein air là en plus, on n'était pas dans une salle confinée. Pensez à tous les acteurs culturels. Allez, on donne la parole tout de suite à Jean-Baptiste qui va poser sa question. Oui, Monsieur Boad, ma question concerne le passé et surtout le futur. On remarquait tout à l'heure que vous aviez été président du conseil départemental pendant 5 ans. Et vous avez déclaré, je crois même ce matin dans une édition de Confrères d'Objectif Gare, que vous étiez fier de ce qui avait été réalisé. Ma question est la suivante et concerne du coup la prochaine mandature. Est-ce que vous êtes fier de ce qui est prévu ? Est-ce que vous êtes fier de l'Alliance, pour le moins hétéroclite, hétérogène, composée essentiellement de membres du Parti communiste français, dont la rigueur budgétaire que vous avez promue n'est pas leur objectif, et également composée d'écologistes pour le moins totalitaires, qui ont mis à mal, en tout cas, la volonté de ralentir des projets ambitieux que vous avez portés. Vous savez, pendant 5 ans, ce que j'ai fait, moi, on peut en parler si vous voulez, on peut faire un bilan. Moi, je n'ai pas honte du bilan, j'en suis fier, je l'ai dit, je le répète. On doit terminer à 19h quand même. Et puis on a un débat après. On s'inscrit dans la perspective future, et notamment du programme qui va être proposé. Alors, est-ce que vous soutiendrez notamment ce qui a été fait pendant les 5 ans, et vous m'avez enlevé vous aussi 6 mois, donc j'y tiens, ces 6 mois-là, ce qui a été fait pendant ces 5 ans et demi, je l'assume entièrement. Bien sûr. Ouais, je pense qu'on a fait de belles choses, et on a fait des choses au service des Gardoises et des Gardois. Quand on consacre dans un département qui est le 4e ou le 7e département de France, le plus pauvre de France, qu'on consacre 60% de son budget, c'est-à-dire 450 millions d'euros, à faire du social pour les personnes âgées, parce que nous sommes dans un département vieillissant, pour les personnes handicapées, pour les gens qui sont malheureusement, qui n'ont pas de travail et qui sont bénéficiaires du RSA, je crois que c'est une belle politique. Je rappelle que c'est la droite aussi qui vous a permis de la mener. C'est formidable. C'est formidable parce que il me semble que j'écoute Procida. La Procida, c'est celui qui m'a demandé de faire les audits, c'est celui qui m'a dit de faire ça, c'est celui qui m'a dit de faire ça. Oui, mais entre nous, avec du recul et les yeux dans les yeux, quand vous avez dû faire des économies en début de mandat, vous étiez bien content quand même de brandir la majorité relative pour que les décisions passent, parce que certains syndicalistes... Les yeux dans les yeux. Oui. Je ne vais pas faire du Cahuzac, moi. Cahuzac. Je ne vais pas faire ça, moi. Je vais vous dire les yeux dans les yeux. Je suis arrivé à Habitat du Gard, c'était pas brillant. Vous vous rappelez ? Voilà, nous étions dans un plan de redressement. Cette année, nous allons voter le compte de résultats là, dans les 15 jours à venir. 6 millions d'euros d'excédent. Ouais. Mais à Habitat du Gard, il n'y avait pas des communistes qui servaient aussi cette majorité. Monsieur Bois. À la mairie de Blozac, il n'y avait pas les communistes non plus, il n'y avait pas les écolos non plus. Alors, pour au moins répondre à la question tout simplement la question que je réponds à Jean-Baptiste. Est-ce que vous serez à l'aise dans une majorité composée de communistes qui vont probablement freiner des projets mais bien sûr, ils ne seront pas à l'aise. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et je vais prendre l'exemple d'une mairie communiste que vous connaissez, la Grande Combe. C'est un communiste à la mairie. Alors ça fonctionne pas. Je suis pas sûr que M. Malavé soit le bon exemple. On peut peut-être changer de communiste. Bon alors lequel vous voulez. Ou d'un soumis. Vas-y Jean-Baptiste. Non, puis la question aussi, elle s'inscrit dans des questions de personnes. Par exemple, j'ai entendu que le candidat que l'Union de la Gauche proposerait pour présider le conseil départemental serait Vincent Bouget. Est-ce que vous soutiendriez pleinement la Alors je vais vous dire une chose, monsieur. Alors là, mettons-nous bien d'accord. Qui n'est pas un apôtre de la rigueur budgétaire que vous promouvez. Que je soutiens d'ailleurs. Je vais vous répondre très franchement. Avant d'être président du conseil départemental, faut-il d'abord être élu, faut-il être désigné par ses pairs, et faut-il avoir une majorité autour de vous pour définir un programme. Vous préfériez voter M. Bourgois que M. Bourget, c'est ça ? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement. Vous vous sentez plus proche de qui ? De M. Bouget ou d'un M. Procida ou d'un M. Bourgois ? Non, il y a deux choses. Mais on va tout de suite, là aussi, ça va être très clair. Moi, j'ai un adversaire. Et celui-là, personne ne m'empêchera de bouger. C'est le Front National. On est d'accord sur ça, c'est pas vraiment le on sujet. est d'accord, mais des fois, il ne faut pas l'oublier. Moi, je dis, on a un adversaire, regardez ce que vous faites en PACA. Donc, ne venez pas me donner de leçons là-dessus, quand même. Mais ce qui se passe en PACA, on peut en parler. C'est la République En Marche qui n'arrive pas à monter une liste. Oui, bon, mais enfin, c'est un peu compliqué pour vous. Mais passons, c'est pas ça le débat. Moi, c'est le Front National. Ça, c'est des adversaires, et il y a un risque de Front National dans ce département.
Et moi, je n'hésiterai pas, s'il le fallait, à me désister pour un candidat de droite face au Front National. Que ce soit clair, net et précis. Bon, et j'estime que ça, c'est... Après, ce sont des concurrents. Et vous dites, comme vous le dites, Laurent Burgoa est un concurrent, avec une politique qui est différente de la mienne, avec une sensibilité qui est différente de la mienne, avec peut-être des projets qui sont différents des miens. Mais il n'empêche que je respecte effectivement... Mais vous répondez pas à la question. Mais la question, elle est très simple. C'était que Les politiquement... communistes, aujourd'hui, on pourrait parler des écolos aussi, si vous voulez. Les écologistes aujourd'hui, quand on regarde un petit peu tout ce qui se dit, alors celui qui ne veut pas couper un sapin pour Noël, celui qui veut faire manger... Ou une qui ne veut pas soutenir l'ombrière à Uzès, par exemple. Pardon ? Une qui ne veut pas soutenir l'ombrière à Uzès, par exemple. Une qui ne veut pas soutenir l'ombrière à Uzès, je savais que j'allais y avoir droit, celle-là. Mais après, vous regardez le contrat sur les 600 contrats, 599 à l'unanimité, même vous les avez votés, même le Front National. C'est quand même très symbolique. Hein. C'est assez symbolique, vous avez raison. Il est pas mal, ce Jean-Baptiste Jouve. C'est une bonne question. Il n'a pas été en vacances. Mais n'empêche que dans tout ça, nous avons conduit la majorité jusqu'au bout, parce que vous n'auriez pas parié 1 euro sur la tête de Denis Bois en 2015. Rappelez-vous ce que je... Rappelez-vous ce que disaient les gens. Il gagne du temps pour ne pas répondre à ta question. Mais non, je de 2021 mais nous jusqu'à gouvernons 2028. Bon, c'est pas grave si on n'a pas de réponse. Allez, on va donner non, c'est clair. Mais Thomas veut vous poser une question qui est en prolongement, monsieur Bois. Non, c'est très clair. On gouvernera avec les communistes et les écolos sans aucune difficulté les sur un insoumis. programme que nous avons voté ensemble. Donc plus de rigueur budgétaire. Pourquoi vous avez dit plus de rigueur budgétaire ? Je crois que ce mot n'est pas dans le vocabulaire du Parti communiste français. Ah, mais écoutez, dans son vocabulaire... Nos amis communistes. Vous savez, cher monsieur... moi, Mais il n'y a pas que le Parti communiste, c'est aussi Génération. Bien sûr, il y a aussi, mais attendez, on va se les mettre d'accord. Insoumis. Quand on est dans l'opposition, on peut toujours monter sur une table et dire qu'on fera mieux. Quand on est dans la majorité et qu'on est en responsabilité, le problème c'est que vous avez d'un côté tout ce que vous voulez faire et vous avez de l'autre côté... Je voulais dire que M. Bourget a un programme inapplicable. Jean-Baptiste, on va avancer. On va donner la parole tout de suite à Thomas, parce qu'on arrive à la dernière partie de l'interview. Thomas, vous vouliez poser une question qui était en lien, en fait, finalement, avec la question de Jean-Baptiste, en tout cas, en prolongement. C'est ça. Donc, M. Bois, vous avez été président du département pendant 5 ans, avec une majorité relative. 9 partis de gauche et les écologistes se sont rassemblés justement pour essayer de garder ce département à gauche et d'avoir une large majorité de gauche pour mener à bien le programme que nous avons voté. Je voulais avoir votre avis sur cette alliance et si vous allez soutenir les candidats issus de cette union sur l'ensemble des cantons du Gard. Ouais. Du Gard. Je vais soutenir, attendez, moi je soutiens, vous savez, je ne suis plus président du département, je suis sénateur. Alors moi je fais ce que je veux. Moi je vais vous répondre très franchement là aussi, je soutiendrai que les candidats qui me demanderont bien de vouloir les soutenir. Vous n'êtes pas chef de file. Vincent Boucher m'a demandé... Et vous êtes encore socialiste, rassurez-nous. Je ne suis pas socialiste, je ne suis pas... Ah si, vous l'êtes. Vous êtes même à jour de cotisation. Je ne suis pas chef, je suis à jour de cotisation. C'est pour ça que vous êtes devenu sénateur, d'ailleurs. Que les choses soient claires, je veux dire. Bon. Moi, je vais soutenir Vincent Bouger parce qu'il m'a demandé de le soutenir. J'étais l'autre jour avec CRPDS qui m'a demandé de le soutenir. Je soutiendrai CRPDS. Je soutiendrai toutes celles et ceux. Maryse de Chenassini veut que j'aille passer une journée avec elle. Je vais soutenir Maryse. Rémi Nicolas, à Marguerite, vous l'avez demandé. Christian Bastide qui me l'a demandé, je vais le soutenir aussi. Rémi Nicolas, s'il me le demande, j'irai soutenir Robert Rémi Nicolas. Crost, Robert Crost, s'il me le demande. Tout ça, ce sont des gens qui ont voté pour moi aux élections sénatoriales, quand même, ne l'oublions pas. Hein. Mais ce ne sont pas des gens qui sont investis. Ce ne sont pas des gens qui sont investis par le Parti Socialiste, par les communistes, par le Génération S et compagnie. Mais ce sont des gens qui ont voté pour moi aux élections sénatoriales il y a moins d'1 an et je n'ai pas la mémoire courte. C'est un retour de... Ce sont des gens que je considère moi de gauche. Après, il y avait les partis qui avaient désigné des candidats. Bon, libre à eux, moi, c'est pas mon c'est pas, je veux dire, c'est est-ce que vous soutiendrez, en cas de victoire, de vous savez, l'union de la gauche dans les cantons dont on parle là, vous avez cité 2 exemples. Marguerite et le Grau-du-Roi. Marguerite, on lui avait proposé, c'est lui qui n'a pas voulu se mettre dans l'accord de la gauche. Ça, je ne sais pas, monsieur. Moi, vous avez remarqué que je n'étais pas été candidat au Parti Socialiste pour être le chef de file, quand même. Ça, vous l'avez remarqué. Donc, n'allez pas me demander à moi de répondre à la place du PS. Les 2 cantons, quand on cite, on pourrait en citer d'autres aussi, hein. Il y a un risque Front National. Il y a un risque Front National. Vous savez, regardez à Vauvert, vous avez Maisonnay. J'espère que le tandem, Madame la maire de Vergès, Pascal Fortuna-Deschamps, vous connaissez bien, vous. Hein, il est le remplaçant et l'élu de Codognan. C'est pour ça que je dis ça. J'espère que l'adjoint au maire de Vauvert, Bruno Pascal, bon candidat aussi, on m'a dit que du bien, j'espère qu'ils vont réussir à battre Maisonnay.
Est-ce que vous allez soutenir Alexandre Pissas, si vous le demandez? Il ne me l'a pas demandé. Mais si vous le demandez? S'il me le demande, je ne le soutiendrai pas. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas me le demander, parce que ça paraît antinomique. Moi, je n'ai pas oublié 2015, je n'ai pas oublié les élections sénatoriales, c'est tout, ça s'arrête là. Et puis, c'est plus mon rôle à moi. C'est le rôle de la présidente du département. La présidente du département le soutiendra, c'est pas un problème. Monsieur Boile, juste une question rapide et quelque chose que j'ai du mal à comprendre. C'est que sur des cantons que vous venez de citer, donc le Gros-du-Roi... Mais je ne vais personne soutenir, moi, la bagnole. Hein, parce que l'autre jour, j'ai lu dans vos journaux là, que j'étais le cousin de Christian Ronc, je crois. Je ne suis pas du tout mon cousin. Hein. On n'a aucun lien de parenté, je vous le dis de suite. Je ne sais pas, vous trouvez dans la famille de partout maintenant. Je suis une famille très réduite, moi. Sur les cantons de Marguerite, du Gros-du-Roi, de Beaucaire, alors vous êtes proche du maire de Marguerite, vous êtes proche du maire du Gros-du-Roi, et puis à Beaucaire, votre ancien collaborateur, Juan Martinez... Je ne vous le fais pas dire. ...soutient un binôme. Pourquoi vous, qui êtes quand même à la fois membre du Parti Socialiste et proche de ses élus, vous n'avez pas essayé d'être un peu conciliateur dans cette histoire-là, pour justement maximiser les chances de battre le Rassemblement national? J'ai essayé de dire qu'il fallait partout présenter des candidats qui étaient le plus à même représentatifs sur le territoire pour gagner les élections. On vous a pas écouté? Non, on m'a pas écouté, la preuve. Mais après, moi, je critique pas les choix qui ont été faits. Hein. Ce sont des choix de partis, pour les partis, avec l'ensemble des partis. Jean-Baptiste, votre deuxième question à Denis Boide. Oui, alors là, c'était une question, Monsieur Boide, sur votre rôle de sénateur, votre rôle de faiseur de loi au Parlement français. Ma question était la suivante et concernait un projet ô combien symbolique et ô combien important du quinquennat de M. Macron, qui est passé au Sénat il y a quelques semaines, à savoir le projet de loi confortant les principes de la République. Et je voulais savoir comment est-ce possible qu'une personne aussi pragmatique et raisonnable que vous ne l'ait pas voté. Alors, parce que est-ce qu'il y a un Denis Boide du Parti Socialiste à Paris et un Denis Boide Non, il n'y a pas un Denis Boide du Parti Socialiste à Paris. Je vous fais remarquer que c'est vos collègues sénateurs républicains qui ont modifié la loi et qui ont apporté des amendements tout le long du Oui, mais c'est des amendements que peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais que je pense être de bon sens. Et notamment celui qui permet... Non, mais on peut en discuter. Vous avez raison. Parce qu'il y a notamment celui qui réprimande la diffusion de propos haineux en ligne, qui crée ce délit et qui a été pris suite Non, mais vous avez fait de la surenchère assassinat. surtout. Non, c'est pas de la surenchère, je pense que c'est du bon sens. Quand par exemple M. Samuel Paty est victime d'un assassinat suite à un déferlement de haine en ligne, je pense qu'il faut sanctionner. Vous voulez que je vous dise, moi Vous voulez que je vous dise ensuite, si on commençait par appliquer toutes les lois qui existent... Ça, c'est un autre sujet. Non, c'est pas notre sujet, c'est le sujet de fond. On n'est pas capable dans ce pays, d'appliquer les lois qui existent déjà. Et quand vous me dites ça, monsieur, regardez qui c'est qui a supprimé 13 000 policiers en France. Et qui c'est qui a eu la politique pénale et qui c'est qui a remis des policiers. Je vous rappelle que c'est Sarkozy qui a enlevé 13 000 policiers des effectifs de police en France. Et c'est Sarkozy aussi qui était pour les peines planchées, qui a fait en sorte que les remises de peine automatiques soient réduites. Je peux terminer. Bien sûr. C'est Hollande derrière, non, mais il faut compléter, qui a remis des policiers, et vous le savez, c'est Macron qui continue, tant mieux. Mais nous ne sommes toujours pas aux 13 000 qui ont été supprimés. Pendant ce temps, cher monsieur, on se retrouve avec une préfecture là, où on est obligé de mettre quelqu'un qui arrive d'une société de sécurité privée. Pour filtrer l'entrée à la préfecture, ce n'est plus un policier qui le fait. Donc, n'allez pas me dire que c'est par des lois qu'on change les choses. Je crois que si ceux qui ont besoin, les Français, quand ils parlent d'insécurité au quotidien, ceux qui ont besoin, c'est une présence policière. Qu'avons-nous fait dans les quartiers depuis 15 ans? Où c'est qu'ils sont les commissariats de proximité dans les quartiers? Où c'est qu'elle est cette police de proximité qui joue au foot avec les petits jeunes dans le quartier? Allez, la dernière question de Thomas. Oui, monsieur Boide, dans le projet commun du Rassemblement de la gauche et des écologistes, nous engageons à agir auprès de l'État pour étendre le RSA aux 18-25 ans. Je voulais avoir votre position sur cette mesure. Ah non, il ne fallait pas me poser cette question, cher collègue. Vous êtes gentil, mais j'ai fait partie des 10 premiers présidents, ou des 20 premiers présidents, parce que nous étions une vingtaine après l'avoir signé, avec Jean-Luc Greyz, le président du département de la Gironde, où on voulait mettre en place un RSA jeune. Qui a dit il n'y a pas très longtemps dans la presse? Aujourd'hui, on a quoi? On a des gamins qui font des études. Quand on fait des études à Montpellier, ça coûte relativement cher quand même, hein, quel que soit le bon.
suivant le niveau de revenu qu'on a dans une famille, ça veut dire que si on est de famille de conditions modestes, on est exclu de ces études-là. Donc, quelle était la solution pour ces jeunes? La solution, elle était simplement d'aller faire des petits boulots. Ici, aller donner un coup de main à une grand-mère, là, aller servir dans un bistrot, un restaurant, ou je ne sais quoi, comme un petit boulot qui permettait de gagner un petit peu d'argent. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate que ces jeunes vont manger au Resto du Cœur. Et là, toute cette jeunesse qu'on abandonne. Tout ça parce qu'on ne veut pas leur donner un revenu de base. Alors, appelons-le revenu de base, alors appelons-le RSA jeune, appelons-le comme vous voudrez. Ça m'est complètement égal. Mais permettons à ces jeunes d'avoir un minimum de façon à ce qu'ils puissent avoir une scolarité. Mais Thomas est du coup d'accord avec ça. Thomas est d'accord avec ça. En revanche, je crois que c'est Françoise Laurent-Périgot qui n'est pas totalement d'accord avec cette idée. Ah mais vous savez, au Parti Socialiste, il y a autant d'idées que de socialistes parfois, mais bon, je ne sais pas. Mais bon. Après, la question, c'est comment financer. Aujourd'hui, il y a 31 000 bénéficiaires du RSA. Mais Françoise, elle est pas d'accord avec ça. Ça coûte 190 millions d'euros. Françoise, elle n'est pas d'accord avec ça. Non, elle n'est pas d'accord avec le RSA jeune. Elle est d'accord pour trouver des solutions à la jeunesse, mais peut-être pas sous forme de RSA. Moi, j'ai signé ça il y a maintenant 5 ans avec Jean-Luc Deys et d'autres présidents de département, le président de l'Aude, le président de l'Hérault, le président de l'Ardèche. On était tous d'accord avec Moline Malherbe dans les PO pour effectivement essayer de mettre en place un dispositif qui permette à ces jeunes de pouvoir avoir une certaine autonomie. Voilà. Alors, sous condition de ressources, sous condition de conditions derrière, mais il y avait une volonté. Après vous savez, 31 000 bénéficiaires du RSA dans un département. Quand vous êtes le département le plus pauvre de France, effectivement, il faut faire des choses sur la formation. Effectivement, il faut un suivi beaucoup plus personnalisé des demandeurs d'emploi. Effectivement, il faut remettre de l'argent dans les chantiers d'insertion. Il y a des tas de solutions à mettre. Il n'y en a pas que la répression, il y a aussi tout un travail d'accompagnement à mettre en place. Merci beaucoup. Et le RSA, je le dis là, ou le revenu de base, appelez-le comme vous voudrez, c'est pas ça la question. Honnêtement, ça permettait à des jeunes de contribuer et de vivre dignement. On a bien compris votre position. Merci, Denis Boite, d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions.